Nous continuons à vivre dans la même société, mais non plus dans le même monde. Qu'est-ce qui fait que nous vivons dans le même monde ? Il y a bien sûr tout ce qui le compose, ce monde, le temps, les lieux, bref, tout ce qui existe de manière objective, qu'on appelle le réel. Mais il y a aussi le regard que nous posons sur ce réel, la manière que nous avons de l'appréhender. Et c'est ce que fait la science. Observer le réel, de façon consensuelle, vérifiable par les autres, avec les mêmes instruments, afin de mieux comprendre cette réalité. Pour moi, la science, c'est juste ça. C'est une façon de négocier intellectuellement avec le réel. Mais c'est précisément la façon la plus efficace que nous avons trouvée pour ne pas nous laisser tenter de subordonner le réel à notre désir. La voix que vous venez d'entendre est celle du sociologue Gerald Bronner. Dans son dernier ouvrage, À l'assaut du réel, il nous avertit. Les fondements de la science eux-mêmes et donc ses conclusions sont de plus en plus attaqués. Ce qui est un des symptômes, selon lui, d'une époque à laquelle le réel est de plus en plus remis en question. D'où vient cet assaut du réel ? Et quel risque pour la connaissance, mais aussi pour nos démocraties ? Je suis Sébastien Boller, rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Bienvenue dans Braincast, notre podcast dans lequel des scientifiques vous parlent de ce qui se passe dans leur tête et aussi dans la vôtre. Et pour ce premier épisode de l'année, nous allons aborder une thématique singulière pour Braincast, la sociologie des sciences et des croyances. Et on est donc avec le sociologue Gerald Bronner pour parler de ce fameux rapport au réel. Gerald Bronner, qu'est-ce que vous appelez exactement l'assaut du réel ? Je veux dire, comment d'après vous est-il attaqué ? Je pose la question parce que c'est une tournure un peu surprenante. On a envie de penser que le réel est quelque chose d'immuable, d'intangible, qui ne peut pas être remis en cause. Le réel ne disparaît jamais à proprement parler. Mais ce qui peut disparaître, c'est la prise en compte des sanctions qu'il exerce à l'endroit de nos désirs. Le réel se fait connaître quand on s'y cogne, en quelque sorte, c'est quand il rend les coups, comme dirait Richard Dawkins. Mais si tout à coup, nous nous montrons indifférents à ces coups, si nous ne les sentons plus, si nous nous organisons collectivement pour ne pas les voir, ne pas les entendre, ben voilà, c'est plus ça, en fait, l'assaut du réel c'est pour ça que ça s'appelle pas la fin du réel, hein, c'est bien l'assaut du réel. Alors, quand on parle de tentative de s'affranchir du réel, on peut voir les choses en se disant qu'il y a aussi eu des périodes antérieures où c'était quand même assez fort de ce point de vue-là, quand on regarde toute l'histoire du monde chrétien et de la croyance dans l'au-delà, et cette espèce de peur de la mort qui est dépassée par une sorte de fiction. Est-ce que là, il n'y a pas déjà un désir de s'enfuir ou en tout cas de refuser la sanction ultime du réel qui est la mort ? Honnêtement, est-ce qu'aujourd'hui, on est plus dans un déni qu'on ne l'était, je ne sais pas, en l'an 1000 ? Et est-ce que la période des Lumières n'est pas une petite parenthèse où quelque part on s'intéresse au réel en se disant que c'est un objectif en tant que tel, ou est-ce que globalement il y a une flèche du refus du réel qui ne fait que s'accentuer ? Alors non, je dirais pas que c'est une flèche, je pense que c'est un mouvement erratique en quelque sorte, et évidemment que les grands systèmes religieux, appelons-les même des systèmes mythologiques, il n'y a pas de raison de distinguer entre les polythéismes et les monothéismes de ce point de vue, et j'y ajouterais aussi les systèmes idéologiques, encore une fois, ont été un mur d'opacité dans notre perception du réel, mais il y a quand même une différence fondamentale. C'est que, par exemple, dans les espoirs religieux, la promesse de la survie de l'âme, elle est faite après la mort. C'est-à-dire qu'en fait, on espère que quelque chose sera commun. Et donc, même dans ces systèmes religieux, il y a un progressisme. Demain, la fin des temps, elle viendra, elle sonnera la trompette, n'est-ce pas ? Et là, il y aura une évaluation des âmes de chacun avec une pesée, un peu comme chez les Égyptiens. C'est un jugement dernier, et les morts sont ressuscités et seront punis. Et donc, le bien et le mal sera rétabli, etc., etc. Bon, les choses vont donc, dans cet imaginaire, s'améliorer. Mais ici et maintenant, je ne cherche pas à être immortel au Moyen-Âge. Et donc, ce sont des mythologies qui nous racontent le sens du monde. La grande différence aujourd'hui, c'est que ces croyances, elles réclament d'être performatives. C'est-à-dire qu'elles abîment les catégories habituelles de conception du réel. Et puis, nous sommes capables technologiquement de produire des mondes sensoriels, qui sont bien sûr des artifices, mais qui deviennent troublants au point que nous puissions les confondre avec le réel. Là, vous pensez par exemple aux chatbots, aux agents conversationnels. Vous avez le sentiment que certaines personnes les humanisent, considèrent qu'ils ont avec eux des véritables relations ? Songez par exemple que 30% des adolescents américains déclarent maintenant avoir des relations sociales aussi satisfaisantes avec les IA qu'avec des agents naturels, c'est-à-dire d'autres êtres humains. Au point, pour prendre des cas les plus radicaux, où certains se suicident sur les conseils des IA. Et qu'on observe aujourd'hui des phénomènes que les psychiatres appellent des IA par psychose, c'est-à-dire des gens qui font des décompensations en dialoguant avec des IA dont on comprend bien qu'elles vont les enfermer dans leurs obsessions, parce que les IA sont très empathiques, donc elles vont relancer sans cesse, ou même un meurtre qui était connu aux États-Unis, parce que l'IA avait convaincu la personne que sa mère était en train de l'empoisonner.
parce qu'il le croyait déjà, bien entendu, mais elle a amplifié ses croyances, et comme nous les anthropomorphisons, c'est-à-dire que nous croyons que ce sont des agents qui pensent comme nous pensons, eh bien, il y a une confusion qui peut s'opérer. Et j'évoque dans le livre, d'ailleurs, des affaires qui peuvent sembler marginales, mais qui sont quantitativement bien plus importantes que celles que je viens d'évoquer. C'est la fictosexualité, la fictoromance. Alors, on peut tomber amoureux d'un personnage de fiction, mais la plupart du temps, c'est surtout d'une IA dont les gens tombent amoureux, c'est-à-dire d'applications qui leur proposent des relations en fait romantiques dans lesquelles les gens vont finir par tomber véritablement. Et ces IA, alors elles peuvent avoir la figure d'un personnage de manga que vous aimez bien, mais derrière ça, il y a une intelligence artificielle, c'est-à-dire une production artificielle d'impression empathique, quoi. Et donc c'est une confusion, comme si on versait du sable sur les frontières entre le réel et la fiction. Jouer avec le réel, le faire correspondre à nos attentes, à nos désirs. L'humanité a toujours cherché à parfaire son environnement, voire à le dépasser. C'est d'ailleurs en partie pour ça que nous nous sommes toujours racontés des histoires, des contes, des romans, des films. Et avec l'avènement de nouvelles technologies, nous atteindrions, selon Gérald Bronner, un point critique. Nous faisons plus que jouer avec le réel. Nous le reproduisons. Nous faisons interagir avec l'artificiel. Et c'est désormais à lui de s'adapter à nos façons de communiquer, de répondre à nos attentes. De sorte que se trouve gommée la frontière entre le réel et l'imaginaire. Au point que ce flou entre la réalité et la fiction perturbe parfois notre santé mentale et dérégule, d'après le sociologue, nos désirs. Car ces nouvelles forces technologiques nous entretiennent dans l'illusion que nos désirs sont des réalités. Elles tentent de plier le réel à nos attentes en essayant de le rendre plus séduisant. Mais nous avons toujours fait ça, faire appel à des mondes imaginaires, à des récits d'invention. On en consomme simplement plus maintenant ? La fiction, c'est une proposition de monde alternatif. Et la part de fiction que nous consommons dans notre vie, dans notre disponibilité mentale, elle n'a jamais été aussi forte. Nous avons toujours eu un peu de romans, se raconter des fables, etc. Il y a des cris au conte. Mais songez à la part de disponibilité mentale qui a beaucoup évolué depuis le 19e siècle. Mais cette part de disponibilité, elle est en grande partie absorbée par les écrans et en grande partie absorbée par la fiction. Et merci à la fiction, merci aux romans, etc. bien entendu. Mais ce sont aussi des versions alternatives du réel. Alors, on s'en aperçoit pas parce que on les consomme sous forme récréative. Et ça constitue pas une alternative au réel complète. Mais, par exemple, qu'est-ce qui pourrait en être si, avec le développement des intelligences artificielles, il y avait une telle augmentation de productivité que notre part de travail humain allait de plus en plus en se réduisant et que donc notre part de disponibilité était de plus en plus importante. Avec, en plus, des perturbations d'identité sociale, parce que si nous ne travaillons plus ou pas, ou moins, le prestige que nous accordions à cette part d'identité, il va aller en décroissant. Donc, il se pourrait que pour un certain nombre d'entre nous, je vois pas toute l'humanité se mettre des casques et puis vivre dans des caissons. Ça, on le voit dans les films de science-fiction. Mais il se pourrait que cette part, en tout cas, cette tentation, elle soit plus forte sur les générations qui arrivent et sur celles qui vont les suivre encore. Et le risque pour vous ? Avec certaines technologies, dont les réseaux sociaux, ce serait donc l'illusion qu'il existerait une réalité alternative plus séduisante que la nôtre, c'est ça, j'ai bien compris ? La question est fondamentale. Il n'est pas certain que le réel conserve longtemps ses avantages par rapport à des mondes fictionnels. C'est là la question. Pour l'instant, il n'y a aucun monde alternatif qui a autant de saveur que le réel. Par exemple, la réalité virtuelle, qui s'est montrée plutôt être un échec pour l'instant. Mais supposons qu'on puisse créer des mondes, et c'est pas totalement fictionnel, alternatifs, qui engloberaient nos sens et nous feraient croire comme dans un rêve. Nous serions au courant que ce n'est pas le vrai monde. Encore que, on pourrait imaginer même une manipulation plus importante, auto-acceptée. Mais si ces mondes-là vous offrent une position plus enviable, un monde où vous êtes plus désirable que dans le vrai monde, où vous êtes plus fortuné, où vous êtes plus respecté, que sais-je, où la frustration que vous vivez dans le vrai monde et qui est en fait excité par la vie même démocratique, pour 1000 raisons, qui avaient donc été déjà bien vues par Tocqueville, mais qui sont encore accélérées par le phénomène des réseaux sociaux et de la transparence qu'ils organisent. Et donc le risque, c'est de finir par se couper du réel, de se réfugier dans des mondes alternatifs. Mais ça existait déjà un peu. Ces mondes alternatifs pourraient constituer une proposition qui aurait plus de saveur que le monde réel. Et d'ailleurs, certains individus, quand le poids du réel est trop fort, font ce choix. C'est tout le chapitre du contournement du réel. Prenez les hikikomori qui décident de s'enfermer dans leur chambre un jour, ils rentrent chez eux et ils n'en sortent plus jamais, c'est des adolescents. Alors certains en ressortent, mais certains y restent pendant des décennies, c'est-à-dire toute leur vie, à l'abri du réel, à jouer à des jeux vidéo qui sont des mondes alternatifs. Hikikomori. Ce terme japonais désigne des jeunes hommes
qui se barricadent, se calfeutrent dans leur chambre et refusent de se confronter au monde, qui se font livrer leur nourriture parfois pendant des années. Ce phénomène a débordé des frontières du Japon pour gagner d'autres pays, dont la France. Autrefois, c'eût été impossible, aucun être humain n'aurait pu survivre sans sortir de sa chambre parce qu'il devait tout simplement chercher à manger et donc se frotter à la réalité, au collectif. Mais désormais, les technologies nous permettent de vivre en restant immobiles. Enfermés chez nous, nous pouvons recevoir à manger, gagner de l'argent, entretenir des relations et même nous faire les acteurs d'une réalité alternative avec des jeux vidéo, devenus un échappatoire pour tout un pan de la société. Voilà donc l'idée qui s'est répandue. Il existerait un échappatoire au réel. Et donc ce dernier serait relatif, pourrait être contredit. Si bien que pour Gérald Bronner, le danger est désormais la remise en question du réel. C'est un petit peu comme si on avait trouvé des moyens beaucoup plus simples que ces interfaces techniques très perfectionnées pour dépasser le réel. Et vous en donnez des exemples à travers ce que vous appelez la maladie du présent. Quand on parle de la cancel culture, d'effacer des pans entiers du passé, vous y voyez une façon de réécrire la réalité. Oui, certainement. Ou de l'écrire d'une façon qui s'accommode avec nos désirs, en fait, nos idéologies du moment. Mais en fait, là, ça a toujours existé, en fait, si on revient... Alors oui, mais il y a un truc Oui. qui est nouveau. C'est que l'idéologie a toujours voulu plier le réel à son désir, à sa représentation de désir. On pourrait dire la même chose de la religion, de toutes sortes de choses. Mais là, cette idéologie-ci est particulière parce qu'elle s'attaque avant tout aux fondements conceptuels qui nous servaient à percevoir le réel. Et le grand ennemi de ces différents auteurs, parmi lesquels Latour et les autres que je mentionne, c'est la rationalité et c'est la production de la science. C'est-à-dire qu'ils considèrent la production de la science et de la rationalité comme en fait une production du monde occidental, et ils en font une spécificité du monde occidental. Et donc en fait, ils pensent que la rationalité, c'est même une forme de violence épistémique, ce qui est absolument gravissime d'écrire ou de penser des choses comme ça. Pourquoi? Et quel genre d'arguments ils offrent? Et j'en donne des exemples. Que effectivement, ça voudrait donc dire que les connaissances, qu'ils appelleraient volontiers des sciences, disons de tribus autochtones fondées sur la magie, etc., seraient aussi respectables et que ce serait une forme de violence épistémique de dire mon système de représentation est supérieur à celui-ci. Et ils confondent deux choses, volontairement ou involontairement, je ne sais pas, mais ils confondent la tolérance qu'on doit avoir pour les autres systèmes de représentation et même l'intérêt, parce que c'est une forme de richesse culturelle, etc. Et là, j'en suis parfaitement d'accord. Et sur la base de cette tolérance, ils nous interdisent d'établir une hiérarchie entre la puissance descriptive des modèles, ce qui est en effet la fin de la science. C'est-à-dire la science, par définition, revendique des méthodes pour trouver des modèles de description du réel qui sont plus satisfaisants que ses concurrents. C'est ce que font même les scientifiques entre eux. Ils peuvent avoir des modèles concurrents. Et à partir du moment où un modèle absorbe plus d'anomalies que les autres modèles concurrents en utilisant le moins de concepts possible, c'est la parcimonie conceptuelle, eh bien, on va dire que ce modèle, à titre provisoire, est plus robuste que les autres. Vous parlez de la Nouvelle-Zélande, je crois, où il y a même des décisions politiques qui ont abouti à finalement couper la poire en deux, donner... Absolument, et au Canada pareil, etc. Bon, tout ça est quand même minoritaire, je pensais, mais en fait, en regardant dans les grandes revues Science, Nature, etc., il y a eu toute une série de choses, parce qu'aussi, il y a la volonté ensuite de revisibiliser des gens qui ont été invisibilisés. Ça, c'est normal. En effet, l'histoire est écrite partiellement, et donc sans doute qu'on va peut-être oublier, je sais pas moi, quoique je n'ai pas tellement l'impression, mais admettons, on peut oublier la contribution des Arabes à l'arithmétique, aux mathématiques, à l'astronomie, qui est une contribution tout à fait considérable. C'est pour ça que je trouve absurde de parler de science occidentale. L'Occident a produit à un moment donné, c'est surtout la pensée expérimentale qui a produit l'Occident, avec Pascal, l'expérience du puits de Dôme, ce genre de choses. Oui, il y a eu des moments, il y a eu d'autres moments, la découverte du zéro, etc., qui ont été essentiels. Que dire des Grecs, bon, c'est aussi les Occidentaux, mais enfin bon, etc. C'est un patrimoine mondial, en fait. Et quand les Chinois envoient une fusée sur la face obscure de la Lune, ils le font pas avec le yin et le yang. Ils ont peut-être encore de la médecine chinoise, etc., qui a un certain prestige, mais en réalité, ils ont adopté les codes de la médecine occidentale. D'ailleurs, c'est des très gros producteurs de science, les Chinois. Ils produisent beaucoup d'articles, etc. Et selon les canons, donc j'ai dit occidental, c'est encore un lapsus, selon les canons de la science, en réalité, c'est-à-dire en fait de la pensée méthodique. Pour moi, la science, c'est juste ça. C'est une façon de négocier intellectuellement avec le réel. Mais c'est précisément la façon la plus efficace que nous avons trouvée pour ne pas nous laisser tenter de subordonner le réel à notre désir.
Bien sûr que pourtant les scientifiques sont des êtres de désir, ils sont des êtres idéologiques, ils peuvent avoir des convictions religieuses, ils peuvent truquer des résultats, etc. Ils n'ont pas plus de vertu, mais ce qui fait la vertu de la science, c'est que c'est un travail collectif, avec une normalisation des méthodes, une normalisation des appareils de mesure, des indexations, un contrôle des variables, des outils statistiques pour évaluer la part causale de telle variable ou celle sur tel paramètre. Voilà, sont des méthodes efficaces de négociation avec le réel qui nous garantissent d'avoir les modèles dans l'état de la connaissance les plus robustes que nous puissions produire. Aujourd'hui, de plus en plus d'auteurs et de mouvements militants s'attaquent frontalement à la science. Celle-ci serait partielle, partiale, et proposerait une lecture biaisée du monde. Pourtant, l'approche scientifique est sûrement le meilleur moyen de rester au contact du réel. La science se confronte en permanence au réel, par l'expérimentation. Si des faits contredisent la théorie, il faut changer la théorie. Trouver un modèle de description du réel plus satisfaisant. Parfois, la science ne saisit pas le monde dans son ensemble, elle nie les nuances, et c'est alors à chacun d'entre nous de la rendre plus fidèle et d'améliorer les connaissances. Mais cela suppose de s'accorder au moins sur l'outil, la démonstration, le raisonnement. Reconnaître qu'une conclusion est imparfaite ne suppose pas forcément de réfuter la démarche scientifique en tant que telle. Or, comme le montre Gérald Bronner, c'est justement désormais parfois cette méthode même qui est remise en question, au risque de ne plus se référer à la même réalité. Et partant de là, de se fracturer. Alors le premier danger de cet assaut du réel, est-ce que ce serait pas de nous séparer les uns des autres ? Alors, mon inquiétude, elle est très vive sur un sujet en particulier, parce que l'existence des nombreuses communautés que je décris dans le livre ne me dérange absolument pas, elle ne me choque même pas moralement, et je suis plutôt content de vivre dans un monde où c'est possible. Il y a des gens qui se prennent pour des animaux, par exemple, a priori ils font de mal à personne, et pourquoi pas, ils ressemblent à un trouble identitaire, on va dire qu'ils arrivent à rationaliser avec les récits qu'ils trouvent sur le marché cognitif. Et ça, c'est une des spécificités de notre époque, c'est qu'ils trouvent des récits pour absorber ces anomalies-là. Mais pourquoi pas ? Parce que concernant les terrians, c'est-à-dire les gens qui se prennent pour des animaux, ils ont plutôt un niveau de satisfaction et de bonheur équivalent à la population générale. Donc, il n'y a pas forcément de quoi être troublé. On peut trouver ça amusant, on a le droit de sourire aussi. Mais en même temps, il n'y a pas de quoi être troublé outre mesure. Le vrai danger, et qui est déjà là, c'est le fait que nous continuons à vivre dans la même société, mais non plus dans le même monde. Or, si nous vivons dans la même société, mais pas dans le même monde, s'il n'y a pas un accord sur le réel, sur les faits, sur un minimum de faits, aucune politique publique rationnelle ne peut être menée. Si vous êtes dans un pays où, par exemple, la majorité des dirigeants ou de vos citoyens ne croient pas au réchauffement climatique, il n'y a pas de politique possible de prise en compte de ces questions. Si vous êtes dans un moment où il y a une pandémie et qu'une bonne partie de la population vit dans un monde où le virus n'existe pas, et l'autre dans un monde où le virus existe, vous ne pouvez pas envisager un confinement, une mesure de vaccination qui serait efficace. Vous n'avez pas raison de vous vacciner si le virus n'existe pas, et encore moins de vous confiner. Ou prenons l'exemple de Donald Trump, parce que c'est un des symptômes, disons, les plus purulents de cette post-réalité pour moi, mais c'est pas lui qui l'a créé, c'est qu'un symptôme qui accompagne l'époque. Son élection est rendue possible par toutes ces considérations, qui, quand il licencie sa chef d'études des statistiques du travail parce qu'elle rend un rapport qui convient pas à la version du réel qu'il veut imposer, ou quand il veut désactiver 2 satellites qui ont pour but, de la NASA, pour but de mesurer la question du réchauffement climatique, il casse les thermomètres pour ne pas avoir à entendre la sanction du réel. Mais en fait, nous ne partageons plus les bases de ce qu'est le réel. Les vraies conséquences délétère, c'est la fracture de notre espace épistémique commun. S'il n'y a pas d'espace épistémique commun, il n'y a certainement pas de démocratie possible et de toute façon, peut-être même pas de vie sociale possible à terme. En tout cas, de communauté, dans une communauté nationale, par exemple. C'est une forme de sécession mentale. La guerre de sécession, elle a eu lieu aux États-Unis, mais elle était géographique. Là, c'est une guerre de sécession un peu cognitive, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on s'enferme dans nos propres mondes et on a une technologie qui nous aide à y croire. Parce qu'en plus, elle nous permet de faire communauté. On peut pas croire tout seul, par exemple, qu'on est un ours. C'est pas possible. Par contre, si vous avez, il n'y a pas besoin de beaucoup de personnes autour de vous qui vous disent, bah oui, sans doute, parce que moi, je suis un chacal, etc. Ça commence à prendre un corps. Donc, les mondes numériques ont aussi permis à des raretés statistiques de se rencontrer. Ça, c'est un fait fondamental pour pouvoir croire ensemble et défier le réel. Et puis, elles nous permettent d'aller chercher des informations qui vont dans le sens de nos propres orientations. Ça, je l'ai décrit beaucoup déjà dans La démocratie des crédules, tout simplement. C'est le biais de confirmation. C'est que c'est pas que nous sommes plus crédules qu'avant, c'est que l'environnement technologique et politique, idéologique, nous accélère certaines pentes invariantes de l'esprit humain.
un des grands thèmes de l'actualité sociale qui revient dans diverses sociétés, mais où là encore les États-Unis nous montrent toujours un cas un peu extrême, c'est le thème de la polarisation de la société. Est-ce qu'à votre avis, ce déni du réel et ce triomphe du principe du désir expliquerait en partie le fait que nos sociétés se fracturent? Bon, en tout cas, elle l'accompagne très fortement. C'est-à-dire la polarisation, c'est le fait d'avoir des points de vue plus radicaux dans un espace homogène. Il y a de l'homophilie sociale, c'est un espace d'homophilie sociale, et donc on va se radicaliser, ça peut être des boucles WhatsApp, Telegram, etc., mais d'une façon générale, tous les faits aujourd'hui, quasiment sans aucune exception, donnent lieu à des interprétations différenciées de la réalité. Le dernier exemple en cours, peut-être qu'il va être tranché maintenant, mais c'est l'assassin de Charlie Kirk, par exemple, c'est tout à fait passionnant. Je disais que j'ai pris cette expression, que c'était un peu comme le chat de Schrödinger, qui est à la fois vivant ou mort tant qu'on n'a pas ouvert la trappe, mais lui, il était d'extrême gauche ou d'extrême droite, selon l'endroit politique d'où vous regardiez cet assassin. Bon. Or, il doit bien y avoir une réalité. Par exemple, les termes qu'il a utilisés sur les douilles, salut, sale fasciste, etc., semblaient plutôt le classer à gauche et antifa. Mais en réalité, certains disaient non, parce qu'en fait, ce sont des mèmes de jeux vidéo, c'est pour rire, c'est au deuxième degré, c'est ironique, c'est plutôt des trucs d'extrême droite, etc. Bon. Et vous voyez, chacun est de bonne foi, je discute pas, et moi, je tranche même pas de cette question. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la partie est perdue, que le temps nécessaire pour s'approprier ces questions d'une façon prétendument objective est si important que c'est perdu d'avance? Ou est-ce qu'il y a des dispositifs à imaginer pour renouer avec ça? Alors d'abord, il y aurait des dispositifs de modération. Il faudrait que les journalistes ne savonnent pas la pente de notre polarisation, seulement pour leur survie. Ils jouent aussi beaucoup sur la conflictualité, mais nous-mêmes, nous pouvons suspendre notre jugement. Il y a quand même des mesures d'hygiène mentale que nous pouvons utiliser, développer l'esprit critique en particulier, vis-à-vis de nos propres intuitions. La première question qu'on devrait se poser, par exemple, c'est qu'est-ce que j'ai envie de croire? Qu'est-ce que j'ai envie de croire vrai? Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais c'est une première mise en alerte sur la ruse que je vais utiliser pour faire advenir vrai ce que j'ai envie de croire vrai. Donc, regarder seulement certaines facettes du polyèdre complexe de la réalité, c'est pas ça qui va m'amener au réel. Vous avez une phrase très forte. Respecter autrui, c'est miser sur une commune humanité qui permet à tous d'accéder à une pensée analytique et au réel. Et quand on lit ça, on a l'impression que le réel, finalement, c'est ce qui peut nous rendre égaux. Exactement. C'est même pas qui nous rendre égaux. Ce qui fait qu'on est ontologiquement égaux du point de vue moral pour moi. C'est que, par exemple, sur la question de la différence des hommes et des femmes ou des différentes personnes de couleur de peau, etc., je suis intimement convaincu, je pense que la science l'a montré, qu'il n'y a pas de différence de système cognitif significatif. Il peut y avoir des spécificités, perception de l'espace ou je sais pas quoi, mais rien qui puisse justifier la moindre hiérarchie, quelle qu'elle soit. À partir de là, on peut reconstruire le projet d'une société égalitaire. On l'a construit même pas seulement pour des raisons morales, mais à la limite même pour des raisons scientifiques, c'est-à-dire des raisons de fait. Mais pour cela, il faut admettre que ce qui nous lie tous, c'est la possibilité d'avoir accès à une pensée analytique. Et ça devrait même être, du coup, notre principal objectif, y compris politique, pédagogique, c'est-à-dire permettre aux êtres humains de donner tout le corps de leur potentialité intellectuelle, au mieux de ce qu'ils peuvent. Donc la déperdition de la disponibilité mentale est un drame humain. L'être humain a toujours cherché à imposer son désir à la réalité. Nous ne serions pas devenus ce que nous sommes si nous n'étions pas animés par une pensée désirante, une volonté de plier le réel. Nous avons taillé des pierres avant de dépasser la fragilité de notre corps biologique. Nous désirons autre chose que ce que nous avons sous les yeux. Mais ce désir humain s'est toujours heurté à la dureté du réel. Nous voulons vivre éternellement, mais nous mourrons. Nous voulons être en vacances, mais il faut travailler. Aujourd'hui, l'humanité arrive peut-être à la croisée des chemins. Pour la première fois depuis que nous existons, nous pouvons entretenir l'illusion, grâce aux nouvelles technologies et aux récits artificiels, que tous ces désirs pourraient devenir des réalités, que nous pouvons les assouvir, réécrire le réel avec nos mots et nos outils. Devons-nous persévérer dans cette direction, ou nous raccrocher grâce à la science à ce qui fait le noyau dur de la réalité? Cette deuxième option est peut-être celle, en fait, qui nous permet de faire société et de dépasser certains des plus grands défis auxquels nous ayons à faire face. Sans un accord sur un minimum de faits, aucune politique publique rationnelle ne peut être menée. Si vous vivez dans un pays où la majorité des dirigeants réfutent le réchauffement climatique, il devient impossible de lutter contre ces dégâts. Pour cela, une seule possibilité, faire connaître certes les conclusions de la recherche, mais surtout raconter comment elle se construit. Ce qu'est une contradiction en science, afin de nous remettre enfin d'accord sur ce qu'est le réel. Vous venez
venez d'écouter Braincast, un podcast de cerveau et psycho. J'ai écrit cet épisode avec Margot Brunet. La réalisation et le mix sont de Gautam Shukla. Braincast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires, surtout en parler autour de vous. Vous pouvez également nous rejoindre sur nos réseaux et sur le site cerveauetpsycho.fr. Et pour ne rien manquer, vous pouvez vous abonner à ce podcast et à notre magazine. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour notre prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.